Bonjour encore une fois, chère honorable présence. On va enchaîner par la suite de notre programme, qui est très très riche, comme a été avancé par mon collègue Chourafi. La suite, ça sera bien sûr la partie académique de la présentation. Et bien sûr, ça sera avec 5 interventions académiques. La première, ça sera avec le professeur directeur de la promotion du sport scolaire et président délégué de la Fédération royale marocaine du sport scolaire, M. Dr Abslam Mili. Deuxième intervention de Madame Aya, présidente de la Fédération tunisienne du sport scolaire et universitaire. La troisième intervention de notre collègue, M. Abdullah Mbaye, membre du comité exécutif de l'ISF, Fédération internationale du sport scolaire. La quatrième intervention avec la présidente de la commission féminine à la Fédération internationale du sport scolaire, Madame Valérie Lebondo. Et bien sûr, la clôture, la cerise sur le gâteau, par l'intervention de M. Sam Vincent, ex-NBA player, coach, et président AAU. Yes, and me also. إذا نمر مباشرة إلى تتمة هذا المنتدى وهذا الملتقى بالفقرة الخاصة والمتعلقة بما هو أكاديمي. التدخل الأول سوف يكون مع الدكتور عبسام اللي مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والرئيس المنتدب للجامعة الملكية للرياضة المدرسية، ثم مع الأستاذة آية بلطي من تونس، عبد الله مباي من السنغال، وفاليري لوبوندو عن اللجنة الدولية، اللجنة الخاصة بالكوميسيون فيمينين النسوية بالجامعة الدولية للرياضة المدرسية. لنختم مع سان فانسنت الام بي اي اكس بلاير اكس كوتش. إذا أعطي الكلمة للسيد عبد السلام ميلي لإلقاء العرض الأول. النهاية سوف تكون بعد نهاية المداخلات، سوف تكون مع مجموع الأسئلة والمناقشات اللي غادي نختموا بها اللقاء الصباحي قبل أن نرجع في الفترة المسائية ل3 ورشات اللي غيكون بطبيعة الحال المحاور ديالها الهندسة، تعلمات التربية البدنية والرياضة المدرسية. الورشة الثانية الأنشطة الرياضية للشباب وإدماجها في البرنامج الخاص بالتربية البدنية والرياضة المدرسية بالمدرسة. والورشة الثالثة الخاصة بالشريكين، مجموعة الشريكين شركاء المدرسة المغربية وشركاء التربية البدنية والرياضة المدرسية. Monsieur Méli, à vous le micro. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est Samir, je ne sais pas si vous le savez, mais Samir Abaqil était sélectionné pour être arbitre international aux Jeux Olympiques de Tokyo. On l'applaudit. Nous sommes très contents qu'un prof d'éducation physique accède à ce poste, qui est un poste n'est pas donné à tout le monde. Je me réjouis aussi d'ailleurs de me trouver avec l'équipe de l'éducation physique, des anciens mes professeurs, et je tremble maintenant parce que vous m'avez passé déjà l'oral, et donc je repasse l'oral à sa tâche. Et donc, sans citer les noms, mais je suis très content d'être parmi vous et que vous soyez là avec mes collègues qui travaillent avec nous maintenant, que ce soit dans les CMF, que ce soit dans l'inspection régionale, et aussi avec notre partenaire Tabi, avec Amine et son équipe. Je suis très 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 content. Et donc voilà, mon thème c'est... Ah voilà, déjà M. Arha, vous me faites peur. Donc je parle un peu de l'actualisation de l'ingénierie dans l'enseignement d'éducation physique et le sport scolaire. En fait, actualiser, c'est pas réformer, parce qu'il y a un existant, un fond, des choses qui ont été faites, bâties par nos professeurs, mais aussi nos concepteurs et nos inspecteurs avant. Et donc, ce qu'on va voir, c'est tout simplement un réajustement, quelquefois, moi ça me pose quelquefois des problèmes, et
on le dit tout le temps, qu'est-ce que vous faites à l'ASS? Il n'y a plus d'OSS. Ou bien, deuxième question, c'est toujours lié avec le primaire, il n'y a pas d'éducation physique au primaire. Et lorsqu'on pense par exemple au primaire, il y a un programme, il y a des horaires, il y a des enseignants, pas d'éducation physique, mais des enseignants des autres matières. Il y a des espaces, mais pas partout. Mais c'est toujours cette problématique qui revient, notamment aussi de l'ASS. On dit l'ASS, autrefois, il y a une dynamique, ça bouge. Mais maintenant, peut-être parce qu'on a changé le terme de sport scolaire et les choses ont changé, mais ce sont des problématiques qui nous interpellent à réfléchir et peut-être trouver les meilleurs scénarios pour que chaque élève a le droit, ou bien à chaque élève, il a l'accès à une pratique d'éducation physique durant sa vie. Et donc, I translate my text, French and English. Okay. Et donc, nous avons d'abord un plan sur, je vais parler un peu du contexte, pourquoi la nécessité d'actualiser, et puis à quel niveau peut-on actualiser, quel impact nous allons attendu, en fait, vers un modèle pédagogique confectionné montrant notre identité en tant qu'éducation physique, mais aussi sport scolaire. Actuellement, d'abord, il y a une dynamique internationale focalisée sur l'importance du sport, soit au niveau des Nations Unies, l'UNESCO, l'UNICEF, l'INSEP, le FAS. Donc ces organismes stipulent ou disent, on parle de l'importance du sport, ou l'éducation par le sport, ou l'éducation physique. Ça dépend des terminologies. Et on parle surtout le caractère au niveau de la santé, mais au niveau de l'éducation. La santé parce que maintenant on vit un ère d'obésité. Un ère où nos enfants maintenant, je prends l'exemple, le Maroc, l'Organisation mondiale de la santé, disent qu'un enfant sur 10 est obèse au Maroc. Et donc, ces chiffres, on ne les a pas avant. Le taux d'obésité chez nous commence à atteindre chez les enfants jusqu'à 30%, alors qu'il était de 5-4%. Donc nous sommes, et c'est une conscience mondiale parce qu'il y a 3 600 000 personnes qui sont mortes dues à l'inactivité physique. Et par la suite, cette sonnette d'alarme, ça incite les gouvernements, ça incite les organisations à y réfléchir et à proposer des scénarios, que ce soit au niveau de l'école ou hors de l'école. Chez nous, cette volonté politique pour le développement de la pratique sportive commence à s'installer, commence à être instaurée. D'ailleurs, la lettre de Sa Majesté, le message adressé à Srerat, la politique de notre gouvernement, la politique du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi les politiques au niveau des communes, rien que dire, voilà les terrains et les espaces que maintenant, qui sont créés pendant ces 10 ans, c'est multiplié par rapport à des années à venir. Ça veut dire nous avons l'espace, nous avons les élèves, nous avons les enfants, mais il faut chercher un moyen de les encadrer, à gérer ces espaces, parce que ces espaces sont pour tout le monde, et ces espaces sont créés pour assurer une pratique sportive ou éducation physique. Qui dit pratique sportive, éducation physique, on essaie de la voir en équation de santé, comme les Américains disent, il vaut dépenser $1,5 que de dépenser en éducation physique, que de dépenser $3 en matière de santé. Ça veut dire combien de terrains équivalent en nombre de dispensaires. Nous avons aussi l'école. Et l'école, elle est dans un système, dans un écosystème, dans un environnement. Cet environnement, il est
en perpétuel changement. Les pratiques, nos pratiques ne sont pas sportives, ne sont pas les pratiques des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont dehors leurs pratiques. Quelquefois, on les laisse dans les coins, sans se dire pourquoi ils ont choisi telle pratique ou tel sport. Je prends l'exemple, breakdance, roller, et ainsi de suite. Ils font leur règlement, ils font beaucoup de choses entre eux, alors qu'on les voit, on les regarde, et sans se dire un jour pourquoi pas didactiser le contenu, didactiser ces pratiques, les faire enseigner à l'école pour justement les rendre éducatifs et montrer la valeur éducative de ces sports ou de ces pratiques sportives. Donc, ce n'est pas parce que les jeunes veulent jouer seuls, ou bien les jeunes, parce qu'ils ont choisi ça, parce que c'est la mondialisation, ça entre aussi dans les pratiques qui se fassent, pratiques qui sont à l'échelle internationale, et par la suite, nous, pédagogues, nous, didacticiens, on doit s'interroger et se dire quelle pratique peut-on proposer à ces élèves. On a fait cette année un jeu, mais ce n'est pas un jeu, mais on a proposé une compétition en ligne. Compétition en ligne parce que, avec les dispositions sanitaires, donc on ne peut pas faire une compétition présentielle. On a proposé les activités taekwondo, karaté, wushu, le roller, les skates, les breakdance, le freestyle en foot, soit pour les enfants, même pour les enfants en situation de handicap. Il y avait 12 000 inscrits. Et pourtant, on a arrêté la liste. Parce qu'on peut continuer. Et maintenant, le championnat, ça continue. Et on ne peut pas le voir pour le public parce qu'on les place sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale parce que ce sont des enfants. Et donc, lorsqu'on voit un handicap face à un geste, une prestation physique, on va dire, oui, il faut penser à leur inclusion et non pas à leur discrimination. Autre chose, c'est que l'école, elle s'inspire des pratiques de l'extérieur. Et c'est de là qu'on construit des nouveaux modèles. Et l'école change et se mute en fonction des pratiques à l'extérieur parce que dans l'interaction, il y a du bien et toujours l'école reconnaît tout ce qui est positif dans la société, on le met à l'école. Ça entre aussi dans notre projet, c'est le projet 11 de la mise en œuvre de la loi 51-17 relative à l'éducation et à l'enseignement. Et là, nous avons 3 projets sur lesquels on travaille. Le premier, c'est le projet sport-études. Sport-études, c'est un aménagement horaire plus un encadrement des équipes par leur club. Le matin, c'est les études de 8h jusqu'à 13h. Et l'après-midi, ils sont pris en charge par leur club, non pas par les profs d'éducation physique. Comme ça, chacun il a son métier. Nous sommes responsables de tout ce qui est enseignement. Et l'autre partie qui rentre dans le cadre de convention avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est les pratiques, c'est l'entraînement, c'est l'arbitrage, tout ce que vous voulez, parce qu'ils ont toute la semaine que pour la pratique. Et c'est une demande aussi des entraîneurs pour que ces élèves excellent, que ce soit sur le plan éducatif, enseignement, ou aussi sur le plan sportif, sachant qu'ils auront un bac, pas sport, mais un bac sciences expérimentales, un bac lettres, un bac économie. Et par la suite, ça leur permet d'aller plus loin, c'est-à-dire d'accéder à d'autres métiers qui ne sont pas liés justement qu'au sport. On ne veut pas cerner tout simplement pour les instituts de sport. Les instituts de sport, c'est leur droit. Mais être un médecin, être un ingénieur, il faut leur ouvrir la voie parce qu'on avait toujours ce rêve, c'est d'avoir un contenu complètement adressé sur le sport et l'éducation physique, comme si on forme quelqu'un pour l'ENS ou au maths monarchique. Non,
on le fait, on forme pour des métiers selon son potentiel, selon son engagement. En plus, on a touché le coefficient de la pratique ou de l'entraînement, qui est vraiment, c'est 30% pour la formation, pour les contrôles continus. Et on a des exemples maintenant, des exemples réussis, que ce soit en foot, que ce soit en d'autres activités. Et maintenant, on est à presque 1300, mais ça augmente. Chaque mois, j'en ai presque à 1800 élèves inscrits dans ces écoles, que ce soit ici à Berkane. J'étais à Berkane et j'ai vu le centre de Berkane de foot avec l'école. Mais c'est extraordinaire. Ce sont des élèves qui viennent au centre s'entraîner l'après-midi et le matin, ils sont à l'école. Et en plus, nous exigeons pour ces élèves qu'il y ait des heures d'appui avec leur enseignant aux d'autres acteurs. Nous avons aussi le projet des centres sportifs scolaires. C'est qui vise les écoles là où il n'y a pas de terrain, là où il n'y a pas d'espace de jeu pour le sport. On cherche de trouver un collège de proximité et toutes les écoles qui sont autour, qui n'ont pas l'infrastructure, accès pour des cours d'éducation physique avec un prof d'éducation physique. Et on est maintenant presque à 102 centres au niveau national avec 30 437 élèves du primaire. Nous pensons au troisième projet sur redynamiser en quelque sorte le sport scolaire. On est revenu à l'appeler, à garder le label ASS, parce qu'on connaît l'ASS, le sport scolaire par l'ASS, pas beaucoup par le sport scolaire. Et là, pour dire que le chiffre, nous sommes maintenant à 10 millions d'élèves qui sont inscrits dans leurs associations, et on va repenser avec vous le mode de fonctionnement de l'ASS, c'est-à-dire pour les années à venir, notamment ne pas garder toujours cet esprit de disqualification dès le début et de voir comment garder un championnat puis passer à play-off. L'objectif, c'est que chaque élève peut pratiquer cette activité toute l'année. Nous avons aussi la réaction des acteurs, parce qu'on a lancé un questionnaire il y a une semaine, et nous avons déjà 340 répondants, et qui disent, voilà, on veut changer. Vous leur dites, est-ce que vous voulez garder les choses telles qu'elles sont maintenant, ou vous voulez faire un changement? Ils disent, oui, on veut changer. Deuxième des choses, on leur dit, est-ce que vous voulez garder les mêmes pratiques? Ils disent non, mais avec un pourcentage très élevé. Regardez bien sur le graphique. Troisième, est-ce que vous voulez garder les mêmes orientations? Non, on veut changer les orientations. Et la troisième, elles veulent être formées non seulement dans leur sport, mais dans d'autres sports. Nous avons maintenant une expérience avec la Fédération royale marocaine de canoë-kayak. Hier, j'étais sur la marina, mais ils apprennent à comment enseigner le canoë-kayak aux élèves. Maintenant, on travaille sur ce modèle pour le partager avec les autres académies. Demain, il y aura la présence de M. le Président de la Fédération royale marocaine du canoë-kayak avec M. les inspecteurs ce matin pour leur parler de cette ouverture. Et puis une autre question, parce qu'il y a ceux qui sont pour garder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire une éducation physique, ou bien faire entrer l'option, ça veut dire que l'élève choisit une activité et non pas lui imposer une activité. Sachant que parmi les orientations du livre blanc, c'est l'éducation au choix, et par la suite, est-ce que l'élève va choisir une activité de son choix, on va lui imposer une activité, les activités qu'on a, c'est-à-dire avoir tout cet éventail d'activités. Ben, la réponse, j'étais surpris, c'est que 27%, c'était là, ils étaient vraiment logiques dans la pensée. Ils disent qu'au niveau primaire, c'est 27% de spécialisation, c'est-à-dire de choix, on les laisse, mais 75%, c'est pour l'éducation physique en général. Le collège, c'est 50%, 50%. Ça veut dire à moitié. Ça veut dire une imposée, une choix. Mais au lycée,
dit non, c'est 75% d'options et 25% d'ordre général. Et ça, vraiment, moi, vous êtes praticien et vous avez vu que les situations avec les élèves, elles sont très bien lorsqu'ils choisissent leurs activités. Avant, c'était le prof qui choisit parce qu'il était sportif, mais maintenant, je crois que c'est eux qui choisissent l'activité qu'ils vont faire. Et donc, au lieu qu'ils choisissent, donc nous, on va leur proposer un menu. C'est dans le cadre d'un projet d'établissement. C'est vrai, c'est à discuter, mais c'est une problématique et voir quelles sont les solutions qu'on peut avancer pour arriver. Quelqu'un qui aime, c'est automatique, une éducation, c'est que je m'éduque sur une pratique que j'aime, que je pratique, et peut-être dans le lycée, pour accéder à l'université. C'est vrai qu'on est au scolaire, on est exigeant parce que l'éducation physique est obligatoire, mais lorsqu'il est à l'université, donc il change de pratique, et là, se dire quels sont les moyens pour qu'il garde cette pratique pour toujours. Bon, de toute façon, c'est de là, on peut résumer, il y a une approche qui est demandée par les organismes internationaux, c'est la santé, c'est l'éducation. Et lorsque je dis éducation, il y a des mots, l'éloquence, la personnalité, l'épanouissement. On peut aller jusqu'à demain parler des termes similaires de l'éducation, et je ne vais pas vous parler, parce que je ne vais pas vous faire un cours sur l'éducation, parce que vous êtes spécialiste de l'éducation. Au niveau de la santé aussi, on voit aussi même dans l'histoire de l'éducation physique, juste avant, il y avait la gymnastique hygiénique, la gymnastique suédoise, naturelle. Ça répond à l'époque à un contexte. Et maintenant, nous sommes dans un autre contexte, on parle de l'éducation, de la santé, mais aussi de là, on fait sortir aussi l'option et choix du sport, parce que c'est demandé aussi, et aussi les besoins de jeunes. Qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes? Quelles pratiques peut-on proposer? Je prends par exemple, si on met un mur d'escalade dans un établissement, quelle motivation ça va créer chez les élèves, au lieu d'avoir c'est toujours les mêmes espaces? Il faut changer l'espace de l'école, et en fonction du projet d'établissement, on peut arriver à accéder à d'autres choses. Je prends l'exemple cette année, parce que nous ne sommes pas une chose, lorsqu'on parle de sport scolaire ou ASS ou l'éducation physique, nous ne formons pas des champions. Nous, on aide les clubs, les fédérations à découvrir les champions, parce que le champion soit découvert par lui-même, par le prof d'éducation physique, ou aussi par le club. Mais nous ne disons pas que c'est nous qui formons les champions, parce que nous ne pouvons pas les former dans 2 heures et 4 heures. Mais il y a une continuité dans le club, et d'ailleurs, il y a on le dit avant c'était le club qui alimente, c'est l'école qui alimente le club, et maintenant c'est le club qui alimente c'est faux. On était dans le club, on était dans les deux. Sauf qu'il y avait une animation à l'école, parce qu'on avait des méga structures. On avait des lycées, des grands lycées. Et lorsque ces lycées bougent, donc c'est toute la vie qui bouge. Et peut-être maintenant, c'est pour cela, je dis, il faut revoir l'architecture de ce qu'on fait pour redynamiser ce qui a été fait avant. Et de là, on peut trouver deux entrées. L'entrée par l'éducation, c'est l'éducation physique. L'entrée par le sport, l'éducation sportive, c'était déjà à l'époque. Entrée par la santé, éducation physique et hygiénique. Entrée par la commercialisation, éducation physique, mercantile. C'est-à-dire, on fait un emballage de l'éducation par des termes, par des structures, et comme ça, l'éducation commence à se vendre, alors qu'avant, c'était l'éducation, on investit dans l'éducation, et on n'achète pas l'éducation. Maintenant, le paradigme commence à changer, même aussi dans certaines pratiques, et là, c'est cette problématique qui se pose maintenant à l'école. Et oui, l'éducation physique et le sport scolaire, ce sont les inséparables. Et là, on peut trouver deux entrées. L'entrée par l'éducation, c'est l'éducation physique. L'entrée par le sport, c'est l'éducation sportive. Et
On essaie de les séparer. Quelquefois, m'a téléphoné. Est-ce que vous êtes sur le sport scolaire ou vous êtes sur l'éducation physique? Ah, c'est le matériel d'éducation physique ou le matériel sport scolaire? Non, ils sont nés ensemble. On ne peut pas parler d'éducation physique sans parler de sport scolaire. Non plus, on ne peut pas parler de sport scolaire sans parler d'éducation physique. Elles utilisent les mêmes ressources, les mêmes profs, le même matériel, le même espace. Elles ont les mêmes problématiques. Et donc, il faut tisser la relation entre les deux, savoir, je ne sais pas comment la décision a été prise de séparer les deux, mais elles sont inséparables. Et donc, l'entrée, pour nous, c'est une entrée par l'éducation. Et lorsque j'ai dit éducation, à travers les pratiques physiques et sportives qui touchent les élèves, soit en présentiel, en ligne actuellement, je ne sais pas demain si on continue en ligne, si on continue en ligne, elle doit former des professeurs spécialistes d'éducation physique en ligne, mais aussi des professeurs des autres matières en ligne, parce que ça va devenir une spécialité, plutôt de donner la chose comme ça par le fait du hasard. Et donc l'éducation dit épanouissement, intégration, inclusion, socialisation, réussite scolaire, et j'en passe, même les règles de vie, on les apprend déjà à l'école. Que ce soit multiple ou diversifié, parce que maintenant, il faut diversifier l'offre des activités. Il y en a des centaines, mais comment choisir la meilleure? On va choisir en fonction des besoins, en fonction des attentes des élèves, et les placer dans le projet d'établissement en fonction des ressources de cet établissement, et aussi les contraintes qu'il a à l'école. On parle aussi de démocratisation, d'équité, la parité entre filles et garçons, élèves en situation de handicap, élèves en milieu rural, école de deuxième chance, sport-études. Et donc, il faut qu'il y ait cette offre qui va permettre à assurer vraiment qu'on est dans l'éducation, mais aussi dans les pratiques sportives. Et puis, on le sait, l'impact, un impact est très important sur l'élève, sur sa santé, sur sa psychologie, sur son rythme de vie. Et là, en passant par un processus, d'abord c'est un processus de sensibilisation, des apprentissages d'entraînement, des compétitions, des événements pour donner l'importance du sport scolaire, mais aussi de l'éducation physique et sportive. Un modèle, c'est que nous avons une entrée et une sortie. Une entrée qui tient compte du contexte, de la tenue du contexte, et la deuxième, et la sortie qui est l'impact du contexte sur la sortie, c'est-à-dire le profil de sortie, c'est les élèves. Moi, j'ai travaillé avec les collègues qui sont là sur le livre blanc, et là, la question, quel profil veut-on en éducation physique au baccalauréat, à la 9e année et à la première année? C'était pas facile. C'était pas facile vraiment de déterminer le profil exact. On était obligé de parler d'un profil standard que de parler d'un profil. On peut vraiment chercher les critères d'évaluation. La simple raison, c'est que nous avons toujours ce problème d'éternel débutant, ce problème d'infrastructure, ce problème d'hétérogénéité entre les établissements, chose maintenant qu'on n'a pas maintenant, mais on a les moyens. On a les moyens de faire mieux parce que maintenant, il y a beaucoup d'investissements de ce sens et par la suite, il faut revoir nos pratiques, mais revoir, installer d'autres pratiques et lever la barre en haut, plutôt de rester toujours dans l'adaptation à un rythme faible. Et nous avons, c'est-à-dire au primaire, une graduation de la pratique du général jusqu'à l'optionnel au lycée. Mais avec une diversification, une multiplication des APS, que ce soit des activités physiques et sportives, que ce soit primaire au collège, pour d'abord montrer l'offre à ces enfants,
montrent l'offre pour qu'ils aiment cette pratique, sachant que les parents maintenant, ils payent de l'argent pour que leur enfant accède à une pratique qu'il aime, peut-être qu'il change chaque fois, et donc pourquoi pas l'école, pour qu'il y ait équité, c'est de proposer des activités selon le contexte, ça veut dire selon, dans le cadre du projet d'établissement, afin que ces élèves y accèdent à ces pratiques. Et donc la logique, c'est d'avoir l'éducation motrice. On travaille actuellement sur l'éducation motrice préscolaire de 4 à 6 ans. Et l'éducation physique au primaire, le sport scolaire qui est en relation avec les sports-études, et les sports-études qui est en relation avec le sport civil. Et donc, on doit garder cette continuité pour vraiment répondre aux besoins des élèves, surtout pour les sportifs. Je vous rappelle que sport-études, c'est le paradigme, c'est scolariser le sportif, et non pas sportiviser le scolariser. Ça veut dire, c'est de garder lorsqu'un enfant vient avec la médaille. Et vous avez vécu ça, et vient avec la médaille d'or, tout le monde est content, mais demain matin, elle est en face d'un prof qui s'en fout de la médaille. Et là, elle a vraiment sa récompense d'être médaillée. Et donc, il faut que les élèves, qu'on les prend en charge, de les orienter pour qu'ils soient vraiment des champions, mais en même temps qu'ils poursuivent une scolarité normale. Assurer le bien-être des élèves scolarisés au niveau de la santé, le bonheur, la décharge énergétique, voilà tous les mots qu'on peut trouver, que vous allez déjà rencontrer, répondre aussi aux besoins des jeunes. Une pratique physique et sportive régulière tout au long de la vie. Généralement, lorsqu'on quitte l'école, on quitte le bac, donc il y a d'autres soucis, et donc si on n'est pas sportif, on n'est pas habitué, donc il y a d'autres pratiques qui s'installent chez l'étudiant, même aussi chez les adultes, et on pense à nous jusqu'à la visite de médecins, à 50 ans, 60 ans, et nous disent vous avez un problème, et donc il faut faire du sport, il faut faire quelque chose comme ça. Proposer un menu de pratiques sportives adaptées aux besoins, multiplier et diversifier les activités à l'école, soit des activités en nombre réduit, sport d'aventure, de défi, sport de spectacle, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un dernier mot, c'est par rapport à nos amis en Afrique. On travaille ensemble, soit en ligne, dans les forums, et on a cette habitude d'échanger, et vraiment, c'est d'aller dans des échanges, des expériences entre nous. Aujourd'hui, j'essaie de présenter quelque chose qui nous tient à cœur, et comment faire développer le sport, l'éducation physique et le sport scolaire au niveau de l'école. Ça sera le même souci peut-être que chez nous et dans les autres écoles, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, on en discute souvent, et chacun a sa problématique, mais cet échange entre nos amis, ça va nous permettre quand même d'avancer une pratique, de se dire, voilà, quelles sont les pratiques qui se font ailleurs et comment on peut les améliorer. Organisation des activités pour le développement du sport scolaire, c'est normal, et puis l'organisation des rencontres entre les jeunes et à travers des compétitions. C'est vrai qu'on pense toujours
On participe, nous, en Afrique, même les pays, les fédérations africaines viennent ici au Maroc pour participer aux compétitions, sauf que maintenant nous sommes dans une période un peu difficile et nous travaillons toujours en ligne, espérons que les choses vont bien et de rendre au sport sa chaleur humaine, sa chaleur de compétition, sa chaleur à travers la compatibilité entre les clubs et je vous remercie. Merci, professeur Mili Abslam, pour cette présentation, cette production académique enrichissante. Donc, on va passer juste après, bien sûr, on va essayer de faire une petite pause, un time-out, pour notre honorable présence, Sam Vincent. We will invite him to come here to share with us his experience like ex-NBA player. We know that you are a playmaker. You're still a playmaker now with your presence like a leadership. Your mic, you are welcome. Thank you. Bonjour. Good morning. With great respect to all of the honorable ministers, the honorable guests here in attendance and virtually, with great respect to President of TBU, and excuse me, to all the ladies and gentlemen, and of course to our media. I am Sam Vincent, ex-NBA player and ex-NBA coach. And today I am here as the coach. I want to talk as the coach because, first of all, I am excited about this decision to really focus on education through sport. I am a product of education through sport. Everything I've had a chance to do is because I was given a chance to play sports, and I received an education through sports. Because of that, I've had a chance to coach the Nigerian national team, men and women. We played in the Olympics in 2004. I've had a chance to coach in the Netherlands, Greece, Amsterdam. I'm currently coaching in Bahrain in the Middle East. I've coached in Saudi, I've coached in Kuwait, and I've coached in the NBA, in the minor league, and all of these opportunities have come through sport and education in sport. So when we talk about creating these opportunities for youth in Africa, this is very special to me and very dear to heart. So I want to, first of all, congratulate Amin for the development of this summit and for all of the work to bring everybody together as a team. Because we all know in sports, things work well when you work as a team. And as you work as a team, people grow, they develop, they come back and they support each other, and the team gets stronger. So for me, I'm happy to be here and to have the chance to be a part of the team. I don't expect to be the most valuable player on the team. I don't expect to be the most important person on the team. I'm just happy to have a very small role on the team. Because what I know is every single role on a team is important. Sometimes it's the player who has the big role, who makes all the shots or makes all the goals. And sometimes it's the small role, who makes the pass or sets the screen. Okay? But all of those roles together
make the team successful. So the opportunity to play a role on the team with the president is something I'm honored to do and excited to be here and share some of my experiences with the group. I wanted to come today as the coach because with all of the incredible things that we plan to do in education, all of the systems, all of the resources, all of the equipment, first we must have good coaches. If we don't have good coaches, the kids won't learn, the kids won't be motivated, and the kids won't continue playing sport. So because of that, it is very, very important that we make sure that the coaches are well prepared to work with the students. And this is what I wanted to talk about a little bit today. In the United States, one of the problems that we have in sports, and we're working to solve this problem, is our coaches are focused on winning and winning only. Every coach wants to have the highest score because every coach believes that by winning the match, they're being successful. But what we're teaching now is by winning the match doesn't mean you develop the athlete. We don't want you to focus only on the 4-2 score or the 80-70 score. We want you to make sure that every single kid that's participating comes away with confidence, that he comes away with a strong work ethic, that he comes away with good communication skills. Because those athletes are going to go into the community and they're going to have an impact in the community with their careers, with their jobs, with their kids. So we all know in this room how important sports are, okay? But the most important thing is that we teach them the importance of proper life skills. We teach them how to be team players, not selfish players, okay? So in talking about coaches, there's a few things that I just want to stress. Number one, our coaches need to be trained and trained well. They need to understand all of the international standards. They need to understand how to prepare their athletes for success. I've told this story a couple times in some of the school visits I've had today and yesterday, that this year in the NBA draft, we had 5 Nigerians that were selected in the NBA draft. It's the first time ever. More and more international players are getting the skills to become more competitive, and they're taking more and more opportunities in the U.S., big international jobs. It doesn't matter anymore where you are in the world. You can be in Beijing, you can be in Saudi, you can be in Abuja, you can be in Dakar, you can be in Detroit, Chicago, Los Angeles. Every kid playing sports should have a fair opportunity for success. And that is what's really important, and what I know in working with Amin, he wants to create that opportunity here in Morocco, but also around the whole continent of Africa. And that's what I'm really excited about supporting. The next thing that all the coaches need is resources. If the coaches don't have resources to be able to really understand all the latest techniques and technical adjustments and modifications of the games, then they can't bring the best knowledge to the participants here in Morocco or around the continent. They need the resources. They need the ability to be able to teach every single kid not only what's important on the court or on the field, but they need to be able to educate their minds in the classroom. And this is very important. This is why education is key. The coaches here also need the equipment. Okay, there's equipment that's necessary. Okay, whether it's the proper balls or the proper training devices
or the proper rehabilitation equipment. Okay? No longer can kids in Africa not have access to the same equipment that the kids in the United States have. It must be fair for all. And the equipment, guys, is very, very important. I want to talk about 3 specific players. And when we think about sports, we know that there's incredible athletes all over the world. They come from soccer, they come from volleyball, they come from basketball, they come from tennis. These athletes that impact our kids and impact the world come from every single sport. But I want to talk about just 3 players that have impacted big part of what I've seen and I share as what I call championship principles. And these championship principles are necessary that every kid learns as a foundation for being successful. Okay, the 3 players that I'm going to talk about, and I'm going to move through this pretty fast. The number 1 player that I played with when I was in Chicago, who is obviously a world icon, not only because he was successful on the basketball court, but he's been very successful in business off the court as well, is Michael Jordan. Okay, having a chance to play with Michael in Chicago gave me a chance up front and up close to learn some things about him both on the court and off the court. And there's a lot of things that make Michael Jordan successful. And it's not because God gave him the talent to be better than everybody else. Okay, that's what a lot of people believe. He's just more talented. He's 6'6". He's faster than everybody else. No, he works harder. He developed a work ethic. He understood respect that he learned from Dean Smith at North Carolina University. So he learned some values. Okay, as the president of ISF said, the values are very, very important. We don't want the kids to just become the superstar on the court or on the field and not have the proper values to be good in the community. Otherwise, they'll be wealthy because they'll make a lot of money. Okay? They'll be a superstar, but they won't be a great addition to the community. And we want every athlete to be a great addition to the community. So along with Michael Jordan, who I like to talk about because he's exemplified some of these examples, there's 2 other players that I have very close relationships, and I'm going to talk about some of these values real quick. The second player is Magic Johnson. Okay, I grew up in Lansing, Michigan with Magic from a very early age, and there's some values that I think he exemplifies that I think are important when we train our coaches, and then our coaches train our student athletes. And then the last player is Larry Bird. Okay, all 3 of these sports icons in the U.S. and globally have gone on to be very successful on the court and now off the court and in their communities. They have scholarship funds. They support youth throughout the states. I would love to see them get involved with supporting youth around the world, which maybe some of them do. Okay? But it's the values that they taught and that they exemplify that I want to share. I'm going to go through those values quickly because I think as we think about all of the education and all the things we're going to do to build these student athletes, again, we must think about the foundation of what they're learning. Okay? Not just to be incredible as an athlete, all right, but to be also someone who we will be proud to support. Okay? Those 9 values that I think are very important. Number 1, passion. We have to teach our student athletes to be passionate about what they do because that's going to drive them to work very hard and to put additional energy in and to be very motivated and to understand that there's going to be obstacles and adversity. So when we start this program to benefit all of these kids around the continent, it won't be easy. And I think everybody knows that. There's going to be some obstacles. We may not have the perfect venues to play in, but that cannot be the excuse. We cannot let that be a barrier. Kids must understand that to reach their goals, they have to be passionate and they have to fight through the difficulties and the challenges.
Number two, respect. Okay, respect must be taught from the coaches. Because when a player begins to play and have success, at some point maybe they lose respect for the coach, for the teammates, for the competition. So teaching the respect that every athlete should have is something that comes from the coach. Sometimes coaches don't teach it anymore. Sometimes the kids play, they get upset, they kick the ball, they throw it down, they scream at the referee. Not respectful. This must be taught. Communication. Okay, teaching the kids proper communication skills so that they understand how to look directly in the eye of their coach and explain what their strengths or their weaknesses are, so that they understand the importance of body language and verbal and nonverbal. This is the responsibility of the coach to make sure that these kids understand that as part of their foundation. Preparation, making sure the kids understand the importance of preparation so they're prepared, both on the floor and off the floor. And this is where, again, the education comes in. We know not every kid is really understanding all the proper steps to get to the goal or the objective of where they're trying to go. Again, this is the coach's responsibility. Confidence, okay? Helping every kid understand. Maybe a kid is coming from a village or a township or an area where he feels less confident. Okay? He feels a little insecure about where he comes from. It's the coach's responsibility to give him the confidence, to make him believe that he can achieve his greatest dream. If someone else did it, you can do it too. If the coach doesn't give him that confidence, but the coach tells him, no, you can't do that, you won't be that, then the kid is never going to achieve. Okay? That confidence comes from the coach. Okay? And then the last couple that I want to talk about is appreciation. Appreciation for the opportunity to work with the coaches, for the opportunity to be involved in this incredible dream and vision that's being created for them. Okay, this is a responsibility of the coach. So in working together with Tibu and the incredible foundation of coaches and administrators that they're putting together all around the continent, I'm now working with an organization called the AAU. It's the Amateur Athletic Union. It's a 130-year-old nonprofit organization based in Orlando, Florida, and all we focus on is grassroots youth development. If you go on the website, there's probably 900,000 registered participants in the AAU across 35 different sport codes: basketball, lacrosse, tennis, volleyball, chess. Anything that a kid wants to play, we give them the opportunity to play. We encourage them to do what they feel on the inside. We don't take the kid who is tall and say, you must play basketball. Maybe he doesn't want to play basketball. Maybe he wants to be a swimmer. If you want to be a swimmer, we're going to give you a coach, we're going to give you competitions, we're going to give you national championships, and we're going to encourage you to go to college to be the best swimmer in the world. And maybe we're going to see you in the Olympics. Those opportunities are rare and they're special. But because those opportunities are given, our alumni, our AAU alumni, are CEOs, they're business leaders, they're entrepreneurs, they're financially very strong. And those people recycle and come back and support the next generation of youth. This is the type of model that can be very successful and help to develop and build a stronger African community and stronger African athletes. So I want to encourage Amin, although I don't think I have to encourage him. I think he has enough confidence to move forward with this project. I just want to say it's exciting. I've been really happy to have the chance to work with the U.S. Embassy to discuss exchange programs
so that we can take coaches from Morocco, from Senegal. We can take coaches to competitions in the U.S. and give them the opportunity to see what some of these opportunities are all about, and they can bring it back. And we can send coaches through exchange programs from the U.S. to work with athletes here, to encourage them to believe that there's something higher that they can aspire for. And that's an opportunity to maybe play in the U.S., maybe play college sports in the U.S., maybe even play in the NBA. So with that, I want to, again, give a very special thanks to all of the stakeholders that are making this dream possible for the kids. It's because I've had a chance at 8 years old to now reach my current age, which I won't say, and have the opportunity through sports to be here and deliver this message. I want to give a special thanks out to the National Education for Professional Training and Scientific Research as a partner with TBU and with AAU to work together to make this program a success for all the kids that will have a chance to participate. Okay? Thank you guys. Really enjoy being here. Appreciate it. Thanks. Thank you very much, Sam Vincent, for sharing with us his experience like a coach. But I think, Sam, you need the first warning for excessive the child time. For the first warning, technical foul for the next time. Huh? Okay, you have 5 minutes and now you are in 15 minutes. Je crois je viens de lui dire qu'il vient de dépasser le temps, mais on avertit en premier lieu avant de donner la faute technique. Donc il vient de passer et de partager avec nous son expérience en tant qu'entraîneur. Et l'essentiel, c'est pas de faire entraîner les enfants pour les techniques ou les compétences techniques et tactiques, mais l'essentiel, c'est aussi de prendre en considération les compétences de base, où il y a la communication, la présence, le leadership, et aussi, son deuxième point, c'était à propos des valeurs. C'est la transmission des valeurs à travers le sport et à travers le basketball en général. Donc, on va enchaîner par la suite rapidement. On s'excuse pour le retard pour Madame Aya, qui va intervenir, la présidente de la Fédération tunisienne du sport scolaire et universitaire, qui va intervenir sur le thème l'approche genre en éducation physique et sportive. إذن نمر مباشرة إلى محاضرة الأستاذة آية بلطي، ونعتذر مرة أخرى للأستاذة على تأخر الخارج عن إرادتنا باش يمكن لها تدخل في الموضوع الخاص بالابروش جون en éducation physique et sportive. Madame Aya. Ok. وين نتعب مدام آية، السلام عليكم. مرحبا اهلا وسهلا. تفضلي مدام آية. مرحبا، تحية احترام وتقدير من تونس الحبيبة إلى المملكة المغربية لتنظيم هذا الملتقى الإفريقي الأول للتربية عبر رياضة، ومنها إلى كل البلدان الإفريقية المشاركة اللي اقتنعت بأهمية الرياضة في تحقيق أهداف التنمية. تحية احترام وتقدير من الجامعة التونسية للرياضة المدرسية إلى كل الهياكل الرياضية اللي تعنى بالرياضة في الوسط المدرسي وخارجه. مداخلتي تتعلق برياضة المرأة
ومنحة ومن تناول إيجابي لن أمر على ما تعودنا عادة على عرضه في مثل هذه المداخلات من عوائق ومن إشكاليات. سيكون المنحة في هذا التدخل من المفهوم الإيجابي. أول نقطة باش سأتناولها بالدرس هي مفهوم الاستدامة في الرياضة النسائية. الاستدامة على أنها تطور يجب أن يؤمن للأجيال البشرية المستقبلية نفس الاحتمالات لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل احتياجاتنا لضمان حياة بشرية غير محدودة ومزدهرة وبدون تهديد للتنوع ونظام دعم الحياة البيئي. ويتطلب هذا الشكل من الاستدامة تفاعلاً متناغماً بين الأنظمة الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية. وفي هذا الصدد نوجد المنظمة الدولية للرياضة والاستدامة. ومش نطرقوا إلى مفهوم الاستدامة البشرية اللي يندرج ضمنها رياضة المرأة، منظومة الاستدامة الاجتماعية والمرأة كعنصر فاعل في المجتمع، منظومة الاستدامة الاقتصادية ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، المرأة عامة والمرأة رياضية، منظومة الاستدامة البيئية وأهمية إدماج فكر المرأة والمرأة الرياضية في المحافظة على الاستدامة البيئية. الاستدامة البشرية هي تطوير المهارات والقدرات البشرية لدعم وظائف أي منظمة واستدامتها وتعزيز رفاهية المجتمعات والمجتمع. الاستدامة البشرية تتضمن فكرة التنمية المستدامة نحو المحدد لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة من تماسك ومعاملة بالمثل وصدق ونزاهة. الاستدامة الاقتصادية أي الاستدامة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمرأة عامة وللمرأة الرياضية خاصة. الاستدامة البيئية ولعل عناصر الاستدامة الأساسية تتمثل في استخدام المواد الصديقة للبيئة وتعويد المرأة الرياضية على أنها تكون منفتحة على الاهتمام والمحافظة على البيئة. كيف لنا أن نربط مفهوم الاستدامة في الرياضة النسائية بعالم الرياضة؟ كيف يمكن أن تتطور الرياضة بطرق تخدم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات؟ كيف يمكن للرياضة أن تدعم التنمية طويلة المدى لصحة المرأة الرياضية ورفاهيتها؟ كيف يمكن أن تتطور بطرق تخدم احتياجات للأجيال القادمة من العنصر النسائي والذكوري على حد سواء؟ كيف تساهم الرياضة العالية الأداء في صحة المجتمعات؟ كيف يمكن للمجتمعات ضمان بقاء الرياضة عالية الأداء؟ وهذا ما يدفعنا إلى تطرق إلى مفهوم تطوير الرياضة. وكما تلاحظون أحاول قدر المستطاع اجتناب ذكر الرياضة النسائية لأنه الهدف عام يشمل الرياضة بصفة عامة، وإن أردنا التخصص سنتحدث عن الرياضة النسائية. تطوير الرياضة هو عملية يتم من خلالها توفير الفرص والعمليات، ويتم إعداد الأنظمة والهياكل لتمكين الأشخاص في كل مجموعة معينة أو مجموعات ومناطق مشاركة في الرياضة والاستجمام وتحسين أدائها مهما كان المستوى الذين يرغبون فيه. استراتيجية تطوير الرياضة من المفهوم إلى الاستراتيجية. نقاطها تتعلق بالتأسيس، بالمشاركة، بالأداء والتميز. إن انطلقنا من التأسيس هو أساس الهرم، ويتضمن الخطوات الأولى الحيوية لتعلم المهارات الأساسية للحركة. تليه المشاركة وهي مستوى أعلى من الأساس، وتنطوي على ممارسة خيار الترفيه للفرد
والمشاركة في الرياضة من أجل الصحة واللياقة البدنية والأصدقاء والمتعة. أما إن تطرقنا إلى مفهوم الأداء، هو مستوى أعلى من المشاركة وينطوي على التحدي المتمثل في زيادة الكفاءة من خلال السعي لتحسين المعايير الشخصية للمشاركة. وأخيراً مفهوم التميز الذي يصل إلى قمة الهرم وينطوي على تحقيق معايير الأداء المعترف بها وطنياً وعالمياً. في هذا التمشي يدعونا جميع الدول العربية والإفريقية والدولية إلى العمل على مفهوم الاستدامة في الرياضة عامة. هذا المنحى يدعونا إلى تعزيز دور المرأة في الرياضة، وهنا سنتطرق إلى العوامل المطلوب التدخل فيها لتحقيق هذا الهدف. أولها الوعي والإعلام، كاحتفالات غانا باليوم العالمي للمرأة، ليتوانيا أيام رياضية نسائية في المسابقات والاحتفالات الرياضية، الهوكي الجديد للنساء والفتيات في جبال الهيمالايا. هي أحداث قارة يوثقها الإعلام ويحتفي بها، وإحنا ندعو إلى أن الإعلام ينفتح على كل التظاهرات العالمية التي تتعلق برياضة المرأة من أجل تعزيزها وإعطائها المكانة التي تستحقها. التشريعات الرياضية للمرأة. النقطة الثانية قانون الرياضة، حقوق كأس لجنة المرأة والرياضة التابعة للجنة الأولمبية الدولية، حقوق الأمومة للرياضيات في بولندا، قانون 104 للرياضة في تونس، عديد القوانين في الدول العربية والإفريقية اللي تضمن على مستوى التشريعات حق المرأة في ممارسة النشاط الرياضي. النقطة الموالية هي مواقف النمطية تجاه قيمة الرياضة النسائية. لابد من العمل على تحسين هذه المواقف اللي هي معيقة لممارسة المرأة للنشاط الرياضي، وبناء استراتيجيات وطنية لملاعب عربية وإفريقية من أجل بناء نمط موحد يعمل على تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الرياضي. أخيراً دور الجهات الغير حكومية والخاصة في تشجيع المشاركة في ممارسة الرياضة لدى العنصر النسائي. كل هذا التطرق المتواضع يدعوني إلى تقديم بعض التوصيات اللي تتعلق بعديد الهياكل، أهمها دور الهياكل الرياضية الدولية في تعزيز الممارسة الرياضية لدى المرأة عامة. فكلما تدعمت هذه الهياكل وكلما تخصصت في الرياضة النسائية إلا وكانت النتائج إيجابية على مستوى الدول وعلى مستوى العالم. دور الدولة، وهنا ندعو بكل لطف من خلال هذا المؤتمر إلى إدراج نقطة تدعو من مخرجات هذا المؤتمر الإفريقي الأول، وتكون نقطة هامة واستراتيجية، هي تعزيز مكانة المرأة على مستوى تشريعات الدول الحاضرة في هذا المؤتمر. ولما لا تكون دعوة إلى بقية الدول الغير حاضرة واللي تعذر عليها المشاركة في رسالة إيجابية إلى الالتحاق بركب الدول الواعية بأهمية ممارسة الرياضة لدى العنصر النسائي. النقطة الأخيرة هي دور الاتحادات الرياضية ومدى مساهمتها الفعالة بالارتقاء بالرياضة النسائية من خلال تكثيف الأنشطة، من خلال رفع الحواجز، من خلال الانفتاح على العنصر النسائي، من خلال البحث عن الكفاءات. ولنا في مجال الكفاءات الأمثلة العديدة التي من شأنها أن ترفع الرأس عالياً على غرار ترشح البطلات العربيات والإفريقيات إلى الأولمبياد، وهذا من شأنه أن يرفع الهمم، لأنه إن توفرت الإمكانيات سنكون على رأس هذه التظاهرات الدولية من حيث النتائج. أملنا كبير، مساعينا متقدمة جدا للعمل في إطار تشاركي، في إطار منح استراتيجي هام
يدعم ممارسة الرياضة لدى العنصر النسائي. تمنياتي لهذا المؤتمر بالنجاح ولهذه القمة بالتفوق ولمخرجاتها بالتفعيل، وشكرا مجددا للمملكة المغربية لمساعيها للنهوض بالرياضة عامة وبالرياضة النسائية خاصة. شكرا. Merci Madame Belté pour votre intervention enrichissante dans ce forum, ce colloque. Donc on va enchaîner par la suite directement avec Monsieur Abdoulaye Mbaye, qui va partager avec nous, qui est membre du comité exécutif de la Fédération internationale du sport scolaire, et qui va partager avec nous son intervention sur le thème « Éducation par le sport, le modèle du Sénégal ». Je vous cède le micro, Monsieur Mbaye. Monsieur Mbaye, est-ce que vous êtes avec nous? Votre micro, Monsieur Mbaye, s'il vous plaît. Votre micro, Monsieur Mbaye. Super, merci. Voilà, merci. Donc, j'exprime toute ma gratitude à participer avec vous à ce séminaire. En tout cas, je m'en vais m'associer à tous ceux qui m'ont précédé pour souhaiter la bienvenue et exprimer toute notre gratitude. Donc, à la suite de l'intervention et la participation du directeur de cabinet du ministre des Sports du Sénégal, M. Ibrahim Mandaou, j'ai eu l'honneur de suivre sa communication et je m'en vais en tout cas donner un exemple de l'éducation par le sport au Sénégal, parce que tous ceux qui m'ont précédé ont parlé de l'importance de l'éducation physique dès le premier âge et la pratique de l'éducation par le sport. Donc, je crois qu'on peut aller directement par le concret et donner des exemples, parce que quand même tout a été bien défini par mes précédents. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer avec vous. J'avais donné à M. Mayer un document en PowerPoint. Je ne sais pas s'il l'a bien installé. Mayer Abdallah. Oui, on vous entend, on vous reçoit. Oui, j'avais donné à M. Mayer Abdallah un document en PowerPoint. Je ne sais pas s'il y a nécessité de l'afficher au tableau. Si ce n'est pas prêt. Oui. Oui, j'avais pris la précaution de lui envoyer un document en PowerPoint. Ok. Oui. Monsieur Mbaye, vous pouvez continuer. Oui. On va afficher la présentation. Voilà. Vous pouvez continuer. Je continue. Donc, voilà la communication qui est incluse dans le thème général libérer le potentiel de la jeunesse africaine grâce à la force du sport. Dans le document, j'avais scindé ça en différentes phases, dont une introduction. Donc, je m'en vais présenter un exemple de l'éducation par le sport au Sénégal. Le sport est souvent présenté comme naturellement éducatif. L'éducation par le sport est menée par des éducateurs, par des bénévoles ou par des salariés qui ont une vision éducative propre du sport et initient les actions locales reliant des partenaires socio-éducatifs, territoriaux, fédéraux, scolaires. Il s'agit donc, à travers le sport, d'atteindre des objectifs d'insertion, de citoyenneté, de vivre ensemble en ciblant des jeunes, le plus souvent en difficulté sociale.
Cette perspective partenariat est ciblée semble ouvrir de nouveaux territoires d'action éducatifs par le sport qu'il convient de circonscrire à travers une analyse quantitative partenariat. Au Sénégal, par exemple, des partenariats ont été noués avec des ONG, les privés, les collectivités locales pour la promotion de l'éducation par le sport. Je me ferai donc le plaisir de vous présenter un projet actuellement en exécution au Sénégal sous la tutelle de l'ONG Play International et d'une association sénégalaise de solidarité sportive et culturelle et artistique nationale qui s'appelle ASCAN. Donc, je m'en vais vous faire la présentation de l'ONG, de l'association qui s'appelle ASCAN. ASCAN est une association de solidarité interculturelle qui œuvre pour la promotion de l'éducation et de la formation par une pédagogie du projet et de l'action. C'est ainsi que l'association déroula, année après année, un plan d'action destiné par sa transversalité à répondre aux besoins criants d'éducation globale des enfants et principalement ceux de 6 à 15 ans. Donc la tranche d'âge ici est comprise entre 6 et 15 ans. Et par rapport à un programme qu'on appelle Progress, programme de réussite scolaire par le sport, ce programme colle à l'agenda scolaire des enfants. Il se déroule de septembre à juin avec comme fil rouge de soutien scolaire 3 après-midi par semaine. En plus de ce fonctionnement régulier, sont organisés 4 fois par an, pendant les vacances scolaires, des tournois citoyens. Ces événements sont montés autour de thèmes comme l'école, la santé, l'hygiène, la citoyenneté et des problématiques locales. Donc, c'est ça qu'on appelle les tournois citoyens. Sur toutes ces activités, l'association travaille en synergie avec des structures locales et transnationales compétentes en la matière. Donc, depuis quelque temps, ce projet est ouvert aux compétences venant de partout pour travailler en commun et donner le meilleur aux enfants qui sont régulièrement encadrés et à tous ces jeunes désireux d'intégrer le projet de formation. Donc, depuis plus de 15 ans, l'association a pour particularité de travailler en synergie avec des structures évoluant à différentes échelles. L'association est historiquement ouverte à quiconque souhaiterait venir apporter ses compétences. C'est notamment au regard de cela qu'elle œuvre au quotidien auprès des partenaires locaux, opérationnels comme institutionnels, et qu'elle a également bénéficié de partenariats internationaux avec des acteurs majeurs de l'intégration sociale par le sport, comme l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers ou, à ses débuts, Sport sans frontières, devenu depuis Play International. L'assemblage des activités du projet est réalisé de façon progressive et croissante avec un démarrage dans les communes de Ziguinchor. Ziguinchor, c'est une région qui est au sud du Sénégal, en Casamance, et de Saint-Louis qui est au nord, puis un investissement de 2 autres zones opérationnelles pour chaque région. Il y a Kolda et Tambacounda aussi, qui sont des régions du Sénégal, en Casamance, Saint-Louis, département de Dagana pour la région de Saint-Louis aussi. À partir de l'automne 2021, le projet est déployé simultanément sur 6 zones au bénéfice de plus de 24 000 enfants et jeunes adolescents sénégalais. Le contexte. Alors, bien que la scolarisation soit obligatoire depuis 2004 au Sénégal, et que les statistiques soient en constante amélioration, le taux de déscolarisation chez les enfants de 6 à 16 ans s'élevait encore en 2016 et était estimé à 37%. Les raisons sont diverses. Décrochage suite à des échecs répétitifs, enfants fréquentant un dara c'est l'école coranique où on apprend le Coran avec un marabout et des disciples
enfants en situation de handicap, on sait, avec les handicaps physiques, handicaps mentaux, phénomène de mariage précoce ou grossesse précoce, enfants réduits à la mendicité. Donc voilà des facteurs qui ont conduit par rapport au décrochage de l'école. Et l'éducation sénégalaise pâtit en outre de fortes disparités régionales en matière de qualité de l'enseignement. Le gouvernement, et plus particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, positionne cette problématique au cœur de leur plan d'action stratégique. Maintenant, on va passer aux activités de l'ONG qui est en train de dérouler ce programme d'éducation par le sport au Sénégal. Aux côtés de l'association, donc les collectivités locales et de futur au présent, qui est Play International, ils diffusent des kits pédagogiques et dispensent des formations à destination de professionnels de l'éducation dans les régions cibles, avec pour objectif d'engager une dynamique collective, durable, en matière de prise en charge éducative continue des enfants. Voilà, il prend le train en marche. Je suis au 16e slide. Oui. Voilà. 16e slide. OK, c'est bon, continue. Alors, dans sa dimension d'éducation non formelle, le projet développe un double dispositif extrascolaire et périscolaire. Il s'agira en extrascolaire de s'appuyer sur des animateurs et infrastructures des associations sportives et culturelles et les ASC, qu'on appelle les ASC, et ce sont les clubs sportifs locaux. Je suis au 17e slide. À titre illustratif, les communes d'arrondissement font appel aux associations sportives et culturelles de quartier dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Parce que, quand même, puisque nous savons que nous utilisons l'éducation, nous utilisons le sport pour éduquer, donc, ici, compte tenu de la pandémie de la COVID-19 qui a fortement sévi au Sénégal, les ASC et les structures qui utilisent le sport comme levier de développement ont saisi cette opportunité pour faire des journées de sensibilisation pour la lutte contre la COVID-19, pour la lutte contre la propagation de la COVID-19 au Sénégal. Alors, dans ce contexte de pandémie de coronavirus, toutes les associations sportives et culturelles ont été mobilisées. Elles ne rivalisent plus d'ardeur dans le terrain de sport comme un championnat national sportif, mais pour un Covid-championnat. Donc, on a mis sur pied ce qu'on a appelé le Covid-championnat. Et à terme de ce championnat, l'équipe de quartier qui se sera le plus distinguée sera primée. Dans sa dimension périscolaire, toujours, le projet prévoit en parallèle des temps d'instruction formelle de rassembler et former des animateurs et des enseignants pour proposer aux enfants au moins 2 après-midi d'activité par semaine. Pour son volet d'éducation formelle, le projet propose des activités de formation d'enseignants et de déploiement des activités socio-sportives aux enfants dans l'enceinte scolaire. Enfin, un incubateur régional pour l'Afrique de l'Ouest est établi à Dakar afin de soutenir les activités de modélisation d'une formation certifiante en animation socio-sportive et de favoriser l'émergence et l'accompagnement d'au moins 3 projets innovants en faveur de l'éducation par le sport. Alors, il y a des approches opérationnelles pour cela qui ont été mises en place et des approches opérationnelles et pédagogiques. Et dans ce sillage, nous allons faire le diagnostic de terrain et la co-création de contenu pédagogique. Si Abdallah me suit, je suis au grand 4. Voilà, au grand 4. Ouais. Continue, ouais. Voilà, diagnostic de terrain et co-création de contenu pédagogique. Alors, en attendant qu'ils me suivent, des études diagnostiques sont réalisées par des experts thématiques.
permettant de comprendre les contextes dans lesquels évoluent les enfants les plus vulnérables. Plusieurs socles de jeux socio-sportifs et de pédagogie. Donc ici, on ne parle plus de pédagogie, mais on parle de pédagogie. Pédagogie, le mot a été formé à partir de l'ONG Play International, et ça veut dire quoi? On enseigne aux enfants par le jeu sur des thématiques d'inclusion sociale et de réussite scolaire seront adaptées au contexte sénégalais. La co-création de chaque séance rassemble des acteurs interdisciplinaires, experts thématiques, institutions, associations, et ils seront testés sur le terrain, puis validés. Pour prévenir l'échec scolaire et apporter un perfectionnement des savoirs fondamentaux, les séances répondent aux savoirs thématiques appris en classe et déclinés en forme de jeux sportifs et éducatifs. Elles permettront de rendre cet enseignement plus concret et plus ludique. Donc voilà des co-créations de pédagogie. Formation des professionnels éducatifs. Donc, toujours dans ce projet, on a prévu un volet formation des professionnels éducatifs. Et dans ce volet-là, des enseignants et animateurs sont les acteurs principaux parce que, quand même, si nous rejoignons le thème de ce colloque, on a dit éducation physique, éducation par le sport, un enjeu des acteurs de l'école et hors école. Donc ici, on fait appel aux acteurs principaux du développement de l'enfant. À Saint-Louis, par exemple, 150 acteurs se verront proposer des sessions de formation pour l'acquisition de compétences en éducation par le sport. Un nombre de cadres des autorités sectorielles seront également impliqués en continu du projet de formation par le sport. Des opportunités d'investir des cursus de formation initiale seront également explorées dans le secteur extrascolaire, notamment dans le cadre des activités de la SCAN. La SCAN, c'est toujours l'association, auprès de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, voilà, on met ça même au niveau de l'université pour que les connaissances soient de mieux en mieux appropriées. La formation se poursuit sur le terrain par le suivi rapproché de l'équipe de la SCAN, de la qualité des activités proposées aux enfants. Déploiement des activités. Donc là, nous passons au déploiement des activités. Excusez-moi, je suis un peu souffrant ces temps-ci. Les séances de pédagogie et de sociosport destinées aux enfants jusqu'à 15 ans sont conçues pour être accessibles aux enfants sur le temps scolaire, tout comme sur le temps d'activité en dehors de l'école. Donc ici, toujours, par rapport au thème du colloque, on a parlé de l'enjeu des acteurs de l'école et hors école. Le projet entend inclure un public large comprenant les filles, les enfants affectés par une situation de migration, ainsi que ceux en situation de handicap. Ces activités d'éducation au vivre ensemble par le sport visent donc pour les publics leur inclusion sociale, scolaire et sociale. Les méthodes pédagogiques. Donc, on ne peut pas ne pas parler des méthodes pédagogiques appliquées pour développer l'éducation par le sport. Et pour les méthodes, nous avons l'ingénierie pédagogique du projet est générée par l'expertise complémentaire des partenaires de la SCAN ainsi que par 2 méthodes pédagogiques développées par Play International, combinant les forces pour assurer un impact maximal pour les bénéficiaires et tirant parti du sport comme outil d'éducation et d'inclusion. Le sociosport. Une des méthodes, une session d'activité socio-sportive a pour objectif de contribuer au développement des compétences de vie émotionnelle, sociale, cognitive, aussi appelées compétences psychosociales. Exemple, estime de soi, coopération, gestion de stress. Cette méthode s'appuie pour cela sur l'engagement des participants
dans un jeu sportif adapté et sur les échanges autour de messages éducatifs qui découlent directement de la pratique. Une session d'activité socio-sportive dure environ 45 à 60 minutes et se déroule en 3 temps. Échauffement, jeu sportif, bilan. Alors, le coach qui vient de passer, peut-être qu'il se verra bien imprégné dans cette méthode. Il y a la deuxième méthode, ce que j'ai énuméré, que j'ai cité plus haut, la pédagogie. Une session de pédagogie dure environ 45 à 60 minutes. Donc, les deux méthodes pour les mêmes durées est structurée en 3 étapes toujours, jeu sans thème, jeu avec thème et débat. Donc, vous voyez ici, on parle de thème. Une séance type propose sur les activités physiques, handball, par exemple, basketball, etc., ou des jeux traditionnels, parce qu'au Sénégal, nous avons des jeux traditionnels, le tac, chat et souris, ainsi de suite. Et j'espère que aussi au Maroc, il y a des jeux traditionnels. Les enfants jouent, s'amusent et mémorisent les règles tout en pratiquant une activité physique. C'est la pédagogie. L'évolution des règles de jeu, l'intégration du vocabulaire et de symboles dans l'activité familiarise ensuite l'enfant avec le thème. Les parallèles entre une situation basée sur le jeu et la vie réelle seront discutés. À la fin d'une session, un débat est organisé pour accompagner l'enfant dans la réflexion, l'expression et l'assimilation des messages du jeu. Les messages clés de prévention ou de sensibilisation sont transmis et discutés. La complémentarité et progressivité entre ces étapes permettent à l'enfant de s'intéresser à un thème donné. Alors, en conclusion, les acteurs de l'éducation par le sport fonctionnent en réseau. Dans la diversité de leur parcours personnel, de leur volonté, de leurs compétences, de leur modèle d'organisation, ils sont tous animés par un sens pratique. C'est celui de l'action. Ils vont à l'essentiel en visant des effets immédiats sur les comportements des bénéficiaires, et ces bénéficiaires sont nos enfants. Le sport apporte ici donc un cadre où l'individu évolue avec d'autres, la sociabilité. Il apporte aussi un espace où les liens sociaux se font en marge de la pratique, entre pairs, avec les adultes, avec des partenaires. Il fixe un imaginaire, celui de la réussite, par exemple, et des symboles, celui de la performance, par exemple, qui permettent de se projeter dans l'avenir. Toutes ces composantes sont sources de réflexion, de précaution de la part des éducateurs et des innovateurs sociaux qui emploient le sport comme levier de mobilisation des publics. En somme, la délimitation et la réussite. La délimitation et la réussite. Je ne vois pas, je ne suis pas. La délimitation et la réussite de l'éducation par le sport passe par la connaissance des acteurs au sein de leurs organisations, de leur motivation, des représentations qui se font de leur mission. Elle passe également par une bonne identification des réseaux locaux et nationaux qui structurent un nouveau champ de l'entrepreneuriat social. Suivant. C'était le dernier slide. Voilà, donc je suis arrivé à terme de la présentation de mon exposé. Je vous remercie de votre aimable attention et je remercie encore une fois M. Abdallah Mayer qui ne s'est pas découragé du tout. Depuis le début, il a coordonné toutes nos actions pour que nous arrivions aujourd'hui à produire quelque chose devant cette auguste assemblée. Merci de votre aimable attention. Merci Abdoulaye. Merci, M. Abdoulaye, merci Maher. La suite, ce sera avec la dernière intervention, bien sûr, de notre collègue du Gabon, la présidente de la commission féminine de la Fédération internationale du sport scolaire, sous le thème égalité des sexes dans le sport. Juste après, on enchaînera avec un débat pour 3 ou 4 questions et par la suite,
La reprise, ça sera vers le coup de 15h30 avec 3 ateliers de travail. Et là, il va y avoir le travail, le vrai travail du travail. Donc, je vous laisse brancher avec Madame Valérie Lebondo, avec son thème « Égalité des sexes dans le sport ». J'espère qu'elle est là. Madame Valérie. Elle est là. Bonjour. Bonjour. Madame Valérie, votre micro. Votre micro. Merci. Il faut activer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Oui. Allô, Samir? Oui. Hello. Le modérateur. Bonjour, vous êtes en direct. D'accord, merci beaucoup. Ah oui. Merci. Merci, monsieur le modérateur, chers participants. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de ce premier colloque international de l'éducation par le sport. Heureuse car ce colloque est une occasion pour échanger les expériences, les expertises dans le but de promouvoir le sport scolaire dans notre continent. C'est ici l'occasion de remercier les hautes autorités du Royaume du Maroc, de l'association Tibou Maroc, pour l'intérêt qu'elle porte pour l'épanouissement de la jeunesse africaine. En ce qui me concerne le terme de l'égalité des sexes dans le sport, c'est vrai que le cours de lait qui m'a été donné pour développer cette thématique ne m'a pas certainement permis de faire un travail scientifique. Mais que cela ne tienne, on a quand même essayé de faire quelque chose. Alors, notre intervention sur la thématique nous permettra de rappeler sommairement ce qui doit être entrepris en matière d'égalité des sexes, particulièrement dans le domaine du sport scolaire. Puis, il s'agira de proposer concrètement quelques actions pour plus d'impact sur le terrain. On peut noter que l'expansion du sport dans nos sociétés ne s'inscrit pas seulement dans une logique purement compétitive, mais également dans une dynamique de transformation sociale, de formation, de loisirs et de plus en plus sur le plan thérapeutique. L'assimilation du sport scolaire à un instrument de formation globale de l'individu met en avant à la fois son universalité et son besoin de compétition qui constitue le cœur même de cette activité. Mais ce qui apparaît aujourd'hui comme une exception culturelle, c'est l'assimilation du sport scolaire aux échecs scolaires. C'est pourquoi, en ma qualité de président de la commission genre à la Fédération internationale du sport scolaire, il m'est opportun, voire vital, de m'intéresser à la dite question pour apporter un éclairage à cette problématique. Ceci afin que les décideurs politiques, économiques, sportifs, les acteurs dirigeants, enseignants, élèves, parents d'élèves, les médias et les populations d'une manière générale prennent conscience de l'importance des enjeux du sport scolaire dans le processus de maturation globale de l'individu. Ainsi, la présente communication trouve-t-elle sa justification dans l'extraordinaire besoin de connaître les effets induits à la pratique du sport. En effet, les objectifs du sport sont les suivants. Constituer la base d'un monde de vie durable, développer et améliorer la santé et le bien-être de l'individu, permettre l'amusement et l'interaction sociale, aider à prévenir et à réduire les problèmes de santé à l'âge adulte. À la lumière de ces quelques écrits, il paraît raisonnable, par rapport à la présente communication, de composer un corpus explicatif autour des déterminants de l'égalité des sexes par le sport. Il s'agit ici de définir les termes sport, égalité des sexes. Ceci afin d'éviter d'englober sous un même vocable les réalités très différenciées de leurs emplois. Le sport, par définition, dans son approche polysémique, le sport est synonyme de justice, excusez-moi,
d'égalité des chances, de participation à la société, d'amélioration personnelle, de discipline individuelle et collective, morale et physique. Quant à l'égalité des sexes, c'est l'absence de toute discrimination entre les êtres humains sur le plan de leurs droits, égalité politique, civile et sociale. La notion d'égalité des sexes est une question préoccupante dans le monde. Si la communauté internationale a le souci de réduire les disparités observées entre hommes et femmes, filles et garçons, nous pouvons nous réjouir de ce que la Fédération internationale de sport scolaire entend imaginer des stratégies dans le sens de faire de ce concept une réalité. En effet, il s'agit d'œuvrer pour que non seulement la parité soit vérifiée tant au niveau des élèves que pour les encadreurs des dits élèves, mais aussi que les mêmes valeurs transmises par le sport soient inculquées à ces personnes dans les deux sexes. Ces valeurs, une fois enseignées aux enfants et assimilées par eux, pourront alors être pratiquées aussi bien à l'école que hors de l'école. Parce que cela devrait se passer dans un environnement où les mentalités sont encore rétrogrades. Il faudra user de tact pour implémenter l'action sur le terrain. C'est toute une chaîne qui doit faire le travail pour encourager les filles et les femmes à croire en elles, à savoir qu'elles peuvent, autant que leurs congénères masculins, de sexe masculin, il est utile de noter que ce travail doit aussi être mis en œuvre au niveau de la Fédération internationale pour plus de présence féminine aux différents niveaux. Pour cela, il sera intéressant, d'une part, d'organiser des activités pour sensibiliser et éduquer davantage la population afin qu'elle s'approprie cette notion et d'autre part, de mener un plaidoyer pour améliorer la situation. En ce sens, nous avons identifié un certain nombre d'actions en tenant compte de la COVID-19. Les actions à mener. Stratégie envisagée pour plus d'efficacité dans l'égalité des sexes. Stratégie à court terme. Établir une feuille de route pour les résultats visibles. Promouvoir et soutenir les initiatives des organisations nationales et internationales. Organiser des réunions en ligne, visioconférences. Renforcer les capacités des responsables dans les sous-régions. Promouvoir les travaux des gens au sein de la Fédération internationale des sports scolaires. Envisager les partenariats avec d'autres structures pour plus d'efficacité. Communiquer davantage sur les activités de la Fédération, impliquer les médias, communiquer plus sur les réseaux sociaux, mener un plaidoyer auprès du gouvernement et solliciter davantage son appui pour les différentes activités. À moyen terme, augmenter progressivement le nombre de femmes dans la sphère décisionnelle au niveau national et international, former des équipes de formateurs dans chaque continent, former des équipes de responsables par zone de compétences, formaliser un contrat d'objectif avec les fédérations, les pays membres de la fédération, mise en valeur des femmes leaders, athlètes, entraîneurs, administrateurs, officiels, techniques et leaders sportifs au niveau national, régional, continental et international. À long terme, garantir l'équité de traitement et l'égalité d'accès aux activités sportives, compétitions, loisirs et santé. Organisation d'une compétition féminine et masculine pour accroître la participation des jeunes femmes aux compétitions internationales. Encourager les médias à promouvoir la visibilité des femmes dans les sports en mettant en avant la réalisation sportive des femmes et en véhiculant une image positive du sport. Inclure une perspective de genre dans les séminaires, conférences, cours et autres activités éducatives. Pour clore mon propos, je dirais que la promotion de l'égalité des sexes dans le sport scolaire est une réalité dans la majorité des pays membres de la Fédération internationale du sport scolaire. Il est question pour nous d'utiliser davantage le sport scolaire pour renforcer le leadership féminin et pour transmettre à notre jeune population les valeurs d'égalité et le respect des différences. Le changement
est en chacun de nous. Dixit Evelyne Ouattara, vice-présidente de l'Association internationale de la presse sportive. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci encore une fois, Madame Valérie Lebaudot, présidente de la commission féminine, Fédération internationale du sport scolaire. Donc, je crois que la séance matinale va prendre fin avec une séance débat. Je cède le micro, vous avez les hôtesses et les animatrices avec nous. S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, on va essayer de noter toutes les questions et que c'est vers la fin qu'on va procéder aux réponses avant de rejoindre le déjeuner, Inch'Allah. Donc, c'est à vous le micro. Si on a des questions, mademoiselle. Salam alaikum.